Bonjour à toutes et tous. Voilà, c'est bienvenue. C'est un très grand plaisir pour moi de vous accueillir à l'occasion de ce 60e anniversaire du CSP Vaud et d'ouvrir ces festivités de cet après-midi, de cette soirée tant attendue et tant préparée. C'était important pour nous de marquer cet anniversaire avec vous, les représentants et représentantes du réseau social vaudois, mais aussi avec tous les partenaires, collègues, anciennes collègues, bénévoles, donateurs, donatrices, amis du CSP Vaud. Merci donc d'avoir répondu présent. Le programme est particulièrement dense et riche, vous l'avez constaté. Il commence donc cet après-midi avec cette conférence sur la participation des publics du travail social qui sera animée par Caroline Régamet, notre responsable de politique et d'action sociale. Fêter les 60 ans d'une institution, c'est une occasion évidemment de regarder en arrière, de regarder le chemin parcouru, mais c'est aussi surtout une occasion de regarder en avant, de voir les défis à venir. Et c'est un peu le pari que nous avons fait en prenant cette thématique de la participation des publics du travail social, qui sera certainement ou qui pourrait être un des défis que nous aurons à relever ensemble ces prochaines décennies. Donc je me réjouis beaucoup de cette présentation et des échanges qui suivront. Ensuite, à 17h, nous aurons la partie officielle et l'apéritif auquel vous êtes toutes et tous bien entendu cordialement invités, et la soirée qui débutera à 19h avec un repas, un spectacle, un concert, et qui finira en beauté avec de la musique, le DJ Moreno qui nous fera danser jusqu'au bout de la nuit. Voilà, nous espérons que vous serez nombreux à rester avec nous. Avant de donner la parole à ma collègue, j'aimerais vous présenter Nour El Mejbahi, qui a déjà pris la parole tout à l'heure, qui est notre responsable de communication et de recherche de fonds, et qui sera avec moi le maître de cérémonie et surtout le maître du temps. Vous avez déjà entendu son gong qui fera sonner, et donc quand vous l'entendez sonner, vous serez attentif, il vous donnera certainement des instructions au début et à la fin des différentes activités. Voilà, Nour, vous l'avez compris aussi, est le chef d'orchestre de ces festivités. Je profite de le remercier vivement pour cette préparation, ainsi que toute l'équipe de la com, toute l'équipe aussi du service soutien, les bénévoles qui ont leur t-shirt blanc avec le logo orange, qui ont préparé toute la journée cette salle et qui seront aussi à l'œuvre encore cet après-midi et ce soir. J'aimerais aussi remercier les membres du GT 60e, comme nous on l'a appelé pendant cette année. C'était des membres du comité et de l'équipe qui ont préparé ces festivités. Voilà, merci beaucoup, bel après-midi et bonne soirée pour celles et ceux qui restent. Avec nous. Donc j'invite maintenant Caroline Régamet, chargée de politique et action sociale du CSP Vaud, sur scène. Merci. Sous vos applaudissements. Bonjour à toutes et tous, chers vous toutes et tous qui êtes présents aujourd'hui, chers amis. Débuter ces heures de festivité par une partie thématique propice à la réflexion est pour nous comme un cadeau que nous faisons et que nous partageons avec vous, nos invités. Lors des prémices des préparations de ce 60e anniversaire, un groupe de travail a lancé des idées, proposé des pistes, rêvé. Le besoin d'un rapprochement entre les usagères et usagers du CSP et les professionnels a été évoqué, de même que le fait de vouloir monter en puissance dans la valorisation de la place de nos usagères et usagers, aussi bien que l'intérêt de partager le rôle d'acteur ou d'actrice du social, et aussi de remettre en question les postures professionnelles. Le concept de bénéficiaire partenaire qui est utilisé dans la santé a également été cité. C'est ainsi que la thématique de la participation des personnes concernées dans le travail social a émergé et a été retenue avec différentes pistes, notamment une radio dédiée, des associations, etc. Pour le CSP Vaud, ce serait un peu l'aboutissement idéal du fonctionnement participatif, car le CSP Vaud est participatif dans son organisation horizontale qui est ancrée dans ses statuts. La participation au sein du CSP
se traduit par une organisation autonome des services dans les activités qui relèvent de leurs compétences, dans le dialogue entre les services et les instances décisionnelles, par la présence de 3 délégués de l'équipe au sein du comité qui tient compte de l'avis de l'équipe lors de ses décisions stratégiques, et bien sûr, ce qui compte beaucoup pour nous, une culture participative qui s'appuie sur l'intelligence collective et la complémentarité des compétences. Et c'est notamment ce dernier point qui nous permet de monter ensemble toutes sortes de projets grâce à ces dynamiques transversales et cohérentes. En ce qui concerne notre institution, la participation des personnes concernées a été encore trop peu développée, ce qui ne nous empêche pas de la prôner, comme certains et certaines d'entre vous le savent, car elle nous semble être un objectif à atteindre, et cela également dans les politiques publiques, avec la visée, bien sûr, de rendre les différents dispositifs plus pertinents et mieux orientés grâce à la prise en compte des avis des personnes concernées. Nous comptons bien, en tant que CSP, nous engager dans les prochaines années pour mieux habiter ce souhait que nous avons dans le cadre de certains projets, notamment dans une collaboration avec la Haute École de Travail Social de Lausanne, et également pour avancer dans la réalisation de certains de nos objectifs de notre stratégie institutionnelle. Nous avons donc le plaisir d'ouvrir cette partie thématique avec d'abord une conférence qui sera suivie par 3 ateliers qui se tiendront dans cette salle de façon simultanée, d'où la présence de casques sur les tables, pour ne pas perturber les uns les autres. Nous avons sollicité pour cette conférence Caroline Reynaud et Sophie Guéry, qui sont ici présentes, qui sont toutes 2 professeurs associées à la Haute École de Travail Social Fribourg, la HETS, voilà, je le redirai mieux après, et qui sont également associées dans les travaux qu'elles mènent autour d'eux et sur cette thématique de la participation des publics du travail social. Elles ont participé, suivi, voire expertisé plusieurs projets dans ce domaine. Elles ont notamment mis sur pied un projet permettant à des bénéficiaires de l'aide sociale de contribuer à la formation des futurs professionnels du travail social. Ce projet a reçu le premier prix du Teaching Innovation Award en juillet 2020. Il vous sera d'ailleurs présenté dans le cadre de l'atelier B. En effet, nous les en remercions. Sophie Guéry et Caroline Reynaud ont organisé la tenue de ces 3 ateliers qui suivront leur conférence. Et chacun de ces ateliers réunit les différentes instances qui ont collaboré dans le cadre de ces projets et qui seront donc, chaque atelier sera co-animé par ces personnes. Je n'en dis pas plus, puisque le cadre de ces projets sera également présenté au début de la conférence. Je tiens par contre à remercier chaleureusement et à nommer les intervenants et intervenantes des ateliers qui ont accepté d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter leurs projets et nous faire part de leurs expériences. Ils et elles préciseront leur rôle et fonctions dans les ateliers. Alors, dans l'atelier A, Intervention sociale Artias, Arminda Kersheli, Pascal Robert et Amanda José. Dans l'atelier B, Formation HETS-FR, je l'ai dit, Karine Donzala, Céline Erard et Caroline Reynaud. Et dans l'atelier C, Recherche ATD Carmonde, c'est là-bas, Alain Mellon, Anne-Claude Brand et Jean-Luc Martroux. Merci à vous déjà. Donc les 3 ateliers se tiendront après la conférence et après une courte pause d'environ 15 minutes pour se dégourdir les jambes et se placer, vous l'êtes déjà en bonne partie, dans la salle en fonction de la thématique de vos ateliers. Caroline et Sophie, je vous passe la parole. C'est à vous. Voilà, bonjour à chacun et à chacune. Un grand merci à Caroline Régamet pour ses mots d'accueil. Un grand merci au CSP d'avoir choisi cette thématique de la participation qui nous passionne, Caroline et moi, comme sujet pour cet anniversaire. Un grand merci de nous avoir fait confiance aussi pour organiser cet après-midi de réflexion. Comme a dit Caroline, au fait, avec Caroline, ça fait beaucoup de Caroline, ça fait plusieurs années qu'on s'intéresse à cette thématique, donc la thématique de la participation
en travail social des publics concernés, et plus particulièrement la participation des personnes concernées par la précarité, par la pauvreté. Donc on a abordé cette question d'un point de vue théorique, mais aussi d'un point de vue pratique. Comme l'a dit Caroline, on a été amené à monter des projets, mais aussi à participer d'une manière ou une autre à des projets participatifs menés dans ce cadre. Et puis c'est pour ça qu'on est vraiment heureuse aujourd'hui d'avoir l'occasion de venir partager avec vous et aussi échanger, challenger peut-être ce qu'on a pu apprendre jusqu'à aujourd'hui sur ce sujet. Donc l'objectif de cette conférence, c'est vraiment de vous donner quelques repères théoriques sur ce concept de participation, mais on va le faire vraiment en essayant d'illustrer les éléments théoriques par des exemples tirés des 3 projets qui feront ensuite l'objet des ateliers. Donc si dans cette conférence, on va vraiment survoler ces projets, ne vous en faites pas, vous aurez l'occasion de vraiment approfondir et de pouvoir en savoir plus par la suite, notamment d'en savoir plus si c'est vraiment important pour Caroline et moi du point de vue des personnes qui ont participé. Donc, ce qu'une revue de littérature sur cette notion de participation permet de mettre en évidence, c'est que c'est un concept qui est assez mobilisé dans différents champs aujourd'hui, et pas seulement dans le champ du travail social. Donc, on constate une tendance forte dans l'évolution des discours, dans l'évolution des pratiques, parfois même dans l'évolution des législations, à vouloir impliquer davantage les citoyennes et les citoyens. Alors on parle de citoyennes et citoyens dans le champ politique, on peut aussi parler de consommateurs, consommatrices, clients, clientes dans un monde plus économique, on peut parler de patients dans le monde de la santé, on peut parler de spectateurs ou spectatrices dans le champ plus culturel, on peut penser aux performances artistiques participatives, on peut penser aussi aux habitants dans l'urbanisme participatif. Donc il y a vraiment une tendance forte. Un dernier exemple peut-être, c'est que le Fonds national suisse de la recherche vient pour la première fois d'impliquer des représentants des patients et du public dans la sélection d'études cliniques soutenues financièrement. Donc on voit que cette participation, elle est vraiment un concept tendance. En travail social, ce n'est pas un concept qui est nouveau, il est lié aux fondements, aux valeurs, notamment en lien avec l'approche communautaire. Mais dans le contexte actuel, on a l'impression qu'il est de plus en plus mis en œuvre, ou en tout cas mis en évidence dans les discours, comme un moyen peut-être de se rapprocher de l'idéal démocratique que cherche vers lequel tend le travail social, avec des finalités ou des valeurs qui lui sont chères et que semble rappeler cette notion, plus précisément défendre l'accès aux droits des personnes concernées, développer une société plus inclusive, créer des processus qui soient émancipateurs. C'est un peu ces finalités qu'il y a derrière le travail social et que cette notion vient rappeler. Donc dans l'intervention au travail social aujourd'hui, les notions très fortes de développement du pouvoir d'agir, d'autodétermination, qui viennent souligner finalement la nécessité de considérer les personnes concernées comme expertes de leur réalité. Et puis c'est peut-être de là que vient aussi cette volonté d'aller chercher ce qu'on appelle leur savoir d'expérience, leur savoir d'usage, leur savoir de vécu, selon comment on les appelle, pour élaborer, conceptualiser, évaluer, réfléchir finalement aux prestations du travail social et aux politiques publiques du travail, desquelles dépend le travail social. En Suisse, c'est seulement depuis peu qu'on assiste peut-être à la promotion de cette participation à un niveau politique. On peut prendre l'exemple du champ de la pauvreté, où c'est finalement seulement en 2018 que le Conseil fédéral, au moment où il commente les résultats du programme national de lutte contre la pauvreté, qui a duré de 2014 à 2018, dit un défaut de ce programme, c'est quand même que la participation des personnes concernées, elle est assez limitée encore dans les politiques de lutte contre la pauvreté. Du coup, il met ce thème en priorité pour la plateforme nationale de lutte contre la pauvreté qui va suivre ce programme. Et ça a eu l'avantage de faire réfléchir, en tout cas au niveau de cette participation. La dernière journée qui a eu lieu en septembre dernier, organisée par l'Office fédéral des assurances sociales, a été consacrée à ce thème. Et c'était intéressant de voir que la moitié des personnes présentes dans cette journée étaient des personnes concernées, ce qui était une première, je pense, dans le cas d'une journée d'études comme ça.
Peut-être vous dire aussi que cette plateforme, elle a permis l'élaboration d'un guide pratique qui sera à votre disposition d'ailleurs, d'un guide pratique pour essayer d'inviter, qui a été élaboré avec des personnes concernées, pour inviter les autorités communales, cantonales à aller vers des dispositifs de ce type. Donc on voit que voilà, plein de choses qui se passent au niveau de la participation dans l'intervention, mais aussi dans la recherche, qui est donc un autre domaine du travail social. C'est vrai qu'habituellement, on a fait toujours de la recherche sûre, c'est-à-dire que des chercheurs et des chercheuses vont étudier un phénomène en allant récolter des informations sur le terrain auprès des personnes concernées, en faisant par exemple des entretiens avec des personnes en situation de pauvreté, si c'est ça la thématique de la recherche. Et depuis quelques années, on fait non seulement de la recherche sûre, mais on commence à faire de la recherche avec, c'est-à-dire que des personnes concernées par la thématique de la recherche vont être intégrées dans les équipes de recherche, soit par exemple pour donner des conseils aux chercheurs et chercheuses plus professionnels, des conseils par exemple sur comment accéder plus facilement à des participants ou sur comment communiquer les résultats à la fin de la recherche pour qu'ils soient accessibles aussi aux personnes concernées. Et puis les personnes, elles peuvent aussi tout à fait avoir aussi des rôles plus actifs dans la recherche en collaborant à certaines étapes, qui peut être la récolte des données ou l'analyse des données par la suite. Donc ça, c'est pour la recherche. Et puis finalement, dans le domaine de la formation, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe une association internationale des écoles de travail social, et puis que cette association, elle édicte des standards de qualité pour la formation des futurs professionnels du travail social. Et dans ces standards, depuis maintenant plus de 15 ans déjà, se trouve la participation des publics concernés à la formation des étudiants. Donc, c'est juste? Oui. Tout d'un coup, un regard qui se braque sur moi. Très bien. Donc, vous dire que du coup, même si ça fait depuis plus de 15 ans qu'il y a ces standards de qualité, dans les pays, au fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'il y a des pays beaucoup plus avancés que d'autres dans cette inclusion des personnes concernées dans la formation. On peut citer notamment au nord de l'Europe le Royaume-Uni, la Suède ou aussi le Canada, qui vraiment ont des écoles dans lesquelles les personnes concernées interviennent non seulement pour enseigner, mais aussi pour évaluer les étudiants, pour contribuer à l'admission, donc à la sélection des étudiants, contribuer aussi à l'évaluation des programmes d'études ou même à la construction de nouveaux programmes d'études cadres. Donc, bref, ce qu'on voulait vous dire en introduction, c'était que oui, la participation, elle est un concept de plus en plus tendance partout, en travail social notamment, mais ce qu'il faut bien dire, peut-être vous ne voyez pas tous, mais en dessous c'est marqué, mais c'est un concept controversé. Oui, parce que la participation, elle fait vraiment l'objet de débats, de controverses récurrentes, soit au niveau scientifique, mais aussi politique et professionnel, parce que si elle amène beaucoup d'avantages, c'est assez clair, elle soulève aussi beaucoup de questions, et puis elle comprend aussi de nombreux risques. Donc on trouve, Caroline et moi, essentiel vraiment que les différents acteurs, actrices du champ du social puissent être au courant de ces enjeux, et c'est bien le sens de cet après-midi. Alors on va continuer en thématisant les enjeux qui sont déjà liés au sens et à la définition de cette notion de participation. Donc c'est une notion, quand on fait une revue de littérature, qu'on voit qui est difficile à définir de manière univoque. Pourquoi ? Parce qu'en fonction des contextes et des approches dans lesquelles elle est mobilisée, elle va prendre des sens assez différents, parfois qui peuvent même être contradictoires, comme on va le voir tout à l'heure au niveau des finalités. Ces concepts, ils sont nombreux et distincts. Donc en fonction de ceux-ci, la participation pourra avoir des finalités différentes, comme on va le voir tout à l'heure, et elle pourra avoir aussi des modalités différentes. De notre côté, c'est là que c'est important de le rappeler, nous nous sommes intéressés donc à un type particulier de participation. Au niveau des modalités, justement, nous nous sommes intéressés à la participation qui se fait d'un point de vue collectif. Donc on réunit ensemble des personnes concernées par une même expérience, par une même structure, etc. Et on s'est intéressé à la participation pour laquelle les finalités sont d'améliorer l'intervention au travail social et d'améliorer les politiques sociales éventuellement. Donc c'est cette participation-là qui nous a intéressés le plus. Ce qui nous permet d'en donner notre propre définition, donc c'est ce qu'on vous a mis ici, quand des personnes concernées s'impliquent ou sont impliquées de manière collective dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des prestations qui les concernent. C'est un peu notre prisme d'entrée dans cette notion de participation. Donc ça nous permet de dire qu'on ne va pas traiter cet après-midi des enjeux qui touchent bien évidemment à la participation aussi dans la relation individuelle que le travail social peut avoir, dans un suivi, dans un accompagnement. Ce ne sera pas l'objet de notre propos cet après-midi.
Une fois qu'on a posé ce cadre, cette définition de la participation, c'est le moment peut-être d'illustrer avec les projets concrets dont on va parler cet après-midi, ces projets qui vont faire l'objet des ateliers, puis qui vont aussi nous permettre d'essayer d'illustrer les enjeux théoriques qu'on essaye de mettre en évidence par rapport à cette notion. Donc par rapport au projet dont il va être question maintenant et plus tard dans les ateliers, donc rapidement, le premier projet, un projet où on a invité des personnes à l'aide sociale à donner leur avis sur les prestations qui le concernent. C'est le projet Artias, on vous expliquera pourquoi ce nom. Le projet HETSFR, qui est donc un projet dans lequel des personnes concernées par l'aide sociale participent, contribuent à la formation des futurs professionnels. Et finalement, le projet ATD, qui est un projet dans lequel des personnes concernées par la précarité font de la recherche avec des professionnels et des scientifiques. Donc, avant de vous donner plus d'informations sur ces 3 projets, peut-être vous rendre attentif à 2 aspects. Donc, premièrement, vous voyez qu'on a choisi des exemples dans les 3 domaines, donc le domaine de l'intervention, de la formation et de la recherche. Donc, notre objectif ici, c'était vraiment de pouvoir vous donner des illustrations concrètes de la forme que peut prendre la participation dans ces différents domaines du travail social. Vous voyez aussi que ces 3 projets se situent dans le champ de la précarité, parce que c'est le domaine dans lequel on travaille avec Caroline. Mais vous dire qu'une grande partie de ce qu'on va dire cet après-midi peut vraiment être transposé à d'autres champs, avec d'autres publics du travail social. Donc on vous laissera volontiers faire ce transfert par rapport à vos propres champs d'activité ou d'intérêt. Peut-être quelques mots de plus maintenant sur le projet Artias. Donc l'Artias, l'association romande et tessinoise des institutions d'action sociale, qui est donc une structure qui réunit des acteurs privés et publics autour du développement de l'action sociale en général. Ce qu'elle vise surtout à faire, cette association, c'est de favoriser l'information, l'analyse sur le champ de l'action sociale, et aussi de mettre en lien, faire en sorte que les acteurs concernés par l'action sociale dialoguent, échangent entre eux. Donc, pourquoi l'Artias a mis en place le projet dont il est question? Elle a fait le constat en 2016, elle a constaté qu'un certain nombre de personnes en situation d'aide sociale restaient dans cette situation de manière durable, comme elle a défini. L'Artias a défini, elle reste de manière durable dans cette situation. Et du coup, elle s'est interrogée sur que faire par rapport à ce constat, comment réfléchir, et elle a réfléchi dans le sens que peut-être il y avait une inadéquation des prestations par rapport aux besoins de ces personnes. Voilà la question qu'elle s'est posée, et pour pouvoir y répondre, il y a eu une volonté très forte d'une partie des membres de l'Artias de s'orienter vers le savoir de ces personnes directement concernées pour pouvoir réfléchir à l'adéquation entre besoins et prestations. Ça, c'était l'origine du projet. Je continue. Donc, un comité de pilotage a été mis sur pied pour élaborer le projet, une responsable de projet nommée au sein de l'Artias, et à partir de là, 60 personnes qui ont été sollicitées pour participer en prenant contact avec des professionnels des différents services sociaux romans et de Berne côté francophone. Donc on a invité une soixantaine de personnes dans ces différents services sur une base volontaire à venir participer. Ces volontaires ont été orientés vers un des groupes de travail qui avait été constitué. Donc 4 groupes de travail de réflexion ont été constitués qui allaient se rencontrer dans différentes villes romandes. Et 4 équipes d'animation différentes pour chacun de ces groupes de travail ont été engagées par l'Artias pour soutenir la réflexion des personnes concernées qui se retrouvaient donc entre elles avec une équipe d'animation. Et le temps qui a été laissé à ces personnes pour travailler a été environ 9 mois. Ça a dépassé dans certains groupes à un rythme d'à peu près une rencontre par mois, une rencontre durant à peu près une demi-journée à une journée dans certains groupes. Donc ça, c'était un peu le cas de ce projet. Les résultats qui étaient attendus, donc chaque groupe a été convié à produire un rapport avec le soutien de l'équipe d'animation qui devait faire part, donc finalement, des besoins collectivisés dans le groupe et des propositions d'amélioration de l'intervention ou du contexte.
Les finalités qui ont été posées là par le comité de pilotage du projet que vous voyez là, c'est renforcer le pouvoir d'agir des personnes en leur permettant de faire part de leurs besoins, identifier des formes d'intervention significatives aux yeux de ces personnes de manière à faire évoluer les pratiques et proposer, je crois qu'il y avait éventuellement des pistes d'amélioration du contexte. Donc voilà pour le projet Artias, encore une fois, vous aurez l'occasion d'en savoir plus par la suite. Pour poser les bases maintenant du projet HETSFR, donc qui est notre école à Caroline et à moi. Donc ce projet, au fait, on l'a mené nous, on l'a monté nous, à partir des expériences qu'on a pu entendre qui se déroulaient dans des écoles du nord de l'Europe. Donc notre volonté à Caroline et à moi, c'était d'essayer de donner une place plus conséquente au savoir des personnes concernées dans le cadre de notre formation. Donc pour ça, on a mis en place un module de formation. Donc un module, c'est sur tout un semestre. Donc on essayait ici de dépasser les témoignages ponctuels qu'on peut avoir déjà dans nos écoles de personnes concernées qui viennent témoigner ponctuellement. Ici, c'était vraiment l'idée d'engager des intervenants, donc des personnes bénéficiaires de l'aide sociale, les engager comme formateurs ou formatrices sur tout un semestre pour pouvoir venir échanger avec nos étudiants. Donc on a mis en place une méthodologie qui n'était pas juste celle d'entendre ce que ces personnes avaient à partager avec nos étudiants à partir de leur expérience de l'aide sociale, mais c'était bien l'idée de pouvoir ensuite réfléchir avec les étudiants et avec ces personnes, co-construire des pistes d'amélioration de la pratique à partir de ce savoir. Donc, nos objectifs, au fait, dans ce module, c'est vraiment d'améliorer la formation de nos étudiants, parce qu'on est convaincu qu'il ne suffit pas de leur donner du savoir théorique, du savoir professionnel, mais que le savoir des personnes concernées, elle peut vraiment compléter ce savoir de manière essentielle. Et puis aussi, notre idée, c'était de sensibiliser nos étudiants à l'intérêt de la participation, à l'intérêt de tenir compte du savoir d'expérience dans l'intervention par la suite dans leur profession. Donc voilà pour ce projet-là. Et finalement, le projet ATD, donc ATD Carmonde, j'imagine que chacun et chacune d'entre vous savez ce que c'est. Donc ATD, Agir tous pour la dignité, qui est donc une ONG internationale qui vise vraiment à mettre fin à la grande pauvreté en associant à cette lutte des personnes concernées. Et donc, c'est ATD qui porte ce projet, ATD, la section suisse, donc, qui est un projet de recherche dans lequel on va tenter de créer du nouveau savoir en croisant le point de vue de 3 groupes. Donc, un groupe de personnes concernées par la pauvreté, donc qui apportent leur savoir d'expérience, un groupe de professionnels du champ du social qui apportent leur savoir pratique, et puis un groupe d'universitaires ou de scientifiques qui apportent le savoir scientifique, et vous dire que Caroline et moi, on est au fait dans ce groupe-là scientifique. Donc, ATD a mis en place déjà depuis de nombreuses années, donc ça dépasse la question de ce projet précis, mais une méthode qu'on appelle la méthode de croisement des savoirs, qui est vraiment une méthode très balisée, structurée, qui vise vraiment à faire dialoguer ces 3 types de savoirs de manière la plus favorable possible à tous les groupes de personnes. Vous imaginez que c'est un défi. Donc c'est un projet de grande ampleur qui dure 3 ans, comme vous ne le voyez pas parce que je n'ai pas passé la slide, qui dure 3 ans et qui va même peut-être se prolonger encore, qui est sur la forme d'un cycle annuel avec de plusieurs étapes, plusieurs rencontres qui parfois rassemblent jusqu'à 80 personnes. Donc là, la finalité de ce projet, c'est vraiment de produire du nouveau savoir sur les rapports entre société, institutions et personnes concernées par la pauvreté pour essayer d'améliorer ces rapports et in fine mettre fin aux violences institutionnelles qui ont lieu notamment en Suisse depuis longtemps déjà dans ce champ-là. Après avoir brièvement exploré ces différents projets, il nous semble intéressant de s'arrêter sur les aspects liés aux finalités, des finalités qui peuvent être opposées. Si on fait un peu une revue de la littérature, il y a 2 approches opposées qui sont présentées, alors qui sont fondées sur des idéologies distinctes, comme vous pouvez le voir ici. Donc la première approche qui est présentée, on l'a dit, ou on l'a définie, fondée sur une idéologie démocratique et citoyenne, où là on va aller vers des finalités qui sont celles que j'ai exposées tout à l'heure au niveau des finalités du travail social, donc améliorer l'accès aux droits, favoriser les processus émancipateurs, rééquilibrer les rapports de pouvoir. Là, la participation, elle est vraiment définie comme allant en priorité
ou étant porté en priorité pour l'intérêt des personnes concernées, pour l'intérêt des citoyennes et des citoyens. À l'opposé, est mis aussi en évidence une approche qui est définie, elle, plus comme économique et néolibérale, où prime avant tout dans la logique de participation l'intérêt du prestataire, de la structure qui va chercher à améliorer la qualité de ses prestations, avec la critique parfois que c'est notamment pour en améliorer la rentabilité, l'efficience ou l'efficacité. Donc on sent déjà une tension apparaître au niveau des finalités qu'il y a derrière cette participation. C'est intéressant de sentir la tension derrière ce terme et peut-être l'expression favoriser la participation, faire participer, fait encore plus apparaître cette tension et cette question qu'il y a derrière, c'est jusqu'où cette participation elle va rester libre et volontaire. C'est bien la question qu'il y a derrière le terme. Des critiques sont assez nombreuses dans la littérature par rapport à ce concept de participation. On pointe du doigt une participation qui serait de moins en moins politisée. On pointe du doigt une participation qui viserait davantage à un maintien des rapports de domination, un maintien d'un ordre social établi, si je peux le dire comme ça, plutôt qu'un réaménagement, la transformation, un rééquilibrage des rapports de pouvoir. Certaines voix dénoncent aussi le fait que cette participation, elle ne va pas tellement dans le sens de l'aspiration de certaines personnes, qu'elle risque de devenir un but en soi plutôt qu'un moyen pour atteindre quelque chose, et dans le pire des cas, la condition d'octroi d'une aide, si on est dans la logique de la contre-prestation. Donc des critiques quand même assez fortes à cette notion, et on voit du coup les risques qu'il peut y avoir derrière cette notion. Des risques aussi qui sont résumés à la fin de la slide ici, donc d'injonction à la participation, d'instrumentalisation des personnes dans la participation, de manipulation. Donc là, on peut donner comme exemple le fait de donner la parole à des personnes concernées alors qu'on sait pertinemment que finalement on ne fera rien de cette parole, que les structures et les décisions sont prises, que les projets sont déjà ficelés. Là, on est dans la manipulation pouvant même aller plus loin quand on, sous couvert de la participation, finalement, on légitime des structures qui sont déjà établies dans leur fonctionnement et pas dans une idée d'évolution ou d'innovation. Donc si justement maintenant on fait le lien entre ce que vient de vous dire Caroline et nos 3 projets, alors ce qu'on peut dire de manière globale, c'est que ces 3 projets, ils se situent plutôt dans l'idéologie démocratique et citoyenne, évidemment que sinon on n'aurait pas accepté d'y participer. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été vraiment pensés dans l'intérêt des personnes concernées. L'idée c'était vraiment de pouvoir améliorer les prestations, aussi parce qu'ils visent vraiment à faire évoluer les pratiques. L'idée c'était pas de légitimer ou de renforcer des structures ou des logiques déjà en place. Par exemple, dans le projet Artias, on aurait pu, c'est pas des structures, des institutions d'action sociale qui se sont dit tiens, faisons un sondage parmi des bénéficiaires d'aide sociale, comme ça après on pourra dire qu'on est une structure participative qui se base sur les besoins des usagers. Non, il y a vraiment eu, comme disait Caroline avant, ce constat de base qui était là, mais on ne répond pas suffisamment bien aux besoins des personnes de l'aide sociale, en tout cas une partie de ces personnes, puisqu'elles sont là, elles restent dans le système de manière durable. Donc l'intérêt d'aller demander aux personnes elles-mêmes quels sont leurs besoins pour pouvoir mieux y répondre. Par rapport au risque d'instrumentalisation, de manipulation, alors c'est clair qu'il y a plein de choses qui ont été mises dans ces projets en place pour pouvoir essayer d'éviter ces risques, mais on ne peut jamais être sûr qu'on les évite complètement, même avec les meilleures intentions du monde, souvent on ne maîtrise pas tous les paramètres d'un projet, on peut retomber ou il peut se passer de l'instrumentalisation, de la manipulation. Par exemple, pour le projet de formation ou pour le projet de l'Artias, on est passé par des services sociaux, des AS, pour recruter, solliciter des personnes concernées, en disant bien qu'il fallait que la participation devait être libre, volontaire, qu'il ne fallait surtout pas que ça soit lié à des contre-prestations, mais on peut tout à fait imaginer que certaines personnes se soient senties obligées de dire oui à leur AS parce que voilà, elles se retrouvent dans une relation nécessairement asymétrique et que du coup il y a une certaine injonction à participer, alors que c'était évidemment pas le cas des personnes qui ont mis en place ces projets. De même, par rapport à l'Artias, l'Artias a vraiment mis
mis en place toutes sortes de choses pour permettre le plus de liberté de parole dans ce que les personnes allaient partager dans les groupes, dans ce qu'elles allaient dire sur l'aide sociale, etc. Donc une grande liberté à ce niveau-là, mais on ne peut pas exclure qu'il y ait ensuite une instrumentalisation des résultats qui sont sortis des groupes, par exemple par des politiques ou des responsables de structures qui pourraient au fait ne retenir que les résultats qui vont droit bien dans le système déjà actuel et établi. Donc ce qu'on voit avec ces questions d'injonction à la participation, de manipulation, d'instrumentalisation, c'est qu'on touche vraiment là à la question du pouvoir et que le pouvoir, il est vraiment central dans la participation comme on va le voir maintenant. Parce que c'est vrai qu'une question centrale quand on fait de la participation, c'est puisque permettre à l'autre de participer nous oblige à lâcher un bout de notre pouvoir. Hein, ça c'est clair. Donc toujours la question à se poser, c'est jusqu'à quel point est-ce qu'on lâche vraiment un bout de notre pouvoir. Et c'est vrai qu'avec Caroline, on ressent très bien ça dans le module de formation où en engageant des personnes concernées comme formatrices, eh ben, nous on doit lâcher. Ça implique qu'on lâche un bout de notre pouvoir de prof, ce qui veut dire qu'on donne de la place à leur savoir, du savoir qui peut venir contredire ou en tout cas challenger nos savoirs théoriques ou professionnels. Donc on le vit vraiment de l'intérieur, cette question-là. Par rapport à cette question du pouvoir, c'est peut-être le moment aussi de présenter quelques échelles qui présentent les différents niveaux de participation. On ne va pas en présenter plusieurs, on va en présenter une, mais c'est le moment de dire que finalement, ces échelles, elles ont été présentées justement dans l'idée de dire plus on monte dans ces niveaux, ces échelons, plus il y a un réel partage du pouvoir. Il reste toujours la question à se poser, hein, j'ai envie de rajouter ça. Donc une des échelles les plus connues, qui est souvent celle qui est prise comme base, c'est l'échelle de Sherry-Arnstein. Et cette échelle, elle a été aussi estimée assez compliquée, pas toujours très pratique à mobiliser. Et du coup, il y a eu beaucoup d'adaptations à partir de cette échelle de Arnstein, soit d'autres auteurs qui ont cherché à appliquer des échelles à des publics différents, soit qui ont essayé de simplifier finalement cette échelle. Et nous, on a envie de vous proposer l'échelle du Conseil national de lutte contre l'exclusion qui présente une échelle à 4 niveaux. Donc le premier niveau qui est présenté, c'est le niveau de l'information. Alors on peut tout de suite se dire, mais où est-ce qu'il y a participation dans ce niveau information ? Mais il est présenté déjà par Arnstein comme un niveau, un préalable nécessaire. Si les personnes peuvent être amenées à participer, il faut d'abord finalement qu'elles aient suffisamment d'informations sur la structure, la prestation, le contexte, etc. Donc c'est un niveau qui est bien sûr critiqué comme n'étant pas de la réelle participation, mais qui est un préalable nécessaire et qui reste dans une logique assez unilatérale. On reçoit suffisamment ou pas d'informations qui vont permettre ou pas la participation. Le deuxième niveau qui est évoqué, c'est la consultation, où là, donc, on va solliciter l'avis des personnes. On n'est plus dans une démarche uniquement unilatérale. Il y a une réciprocité, on demande l'avis des personnes, mais il y a différentes manières de faire de la consultation, bien évidemment. Déjà, est-ce qu'on va demander l'avis des personnes sur le sujet de la consultation ? Parfois, il est imposé, ce sujet, ou il est plus ou moins libre. Et dans ce niveau-là, ce qui va être fait, finalement, le résultat de la consultation, rien ne dit ce qui va être fait de ça. Il n'y a aucune garantie que cette consultation soit prise en compte pour modifier ou transformer quelque chose au niveau de l'intervention ou des prestations. Le troisième niveau, c'est le niveau de co-construction, concertation. Certains parlent de partenariat, où là, on commence à travailler ensemble. On passe du temps ensemble à construire des projets, des interventions, à réfléchir ensemble. Il y a une forme de partenariat qui commence à établir une forme de partage du pouvoir, mais ce niveau ne dit rien encore de qui prend les décisions. Et c'est ce que permet le quatrième niveau, où est mis en évidence des logiques de participation où les personnes concernées sont amenées non seulement à collaborer ou à travailler avec des personnes dont la position leur donne plus de pouvoir, autorité politique, professionnelle, etc., mais sont amenées à décider au même titre qu'elles. Et on peut voir encore qu'en fonction de comment cette décision sera prise, du nombre de personnes concernées par rapport aux autres acteurs, il y a encore tout plein de questions à se poser par rapport à la codécision. Et c'est intéressant de mettre en évidence aussi le dernier niveau de Sherry-Arnstein. Elle parle, pour elle, c'est le pouvoir citoyen maximal. Elle parle de contrôle citoyen où
ça nous permet de mettre en évidence deux logiques aussi dans la participation. La participation, elle peut soit venir du haut, c'est-à-dire soit c'est l'État, les structures, les institutions qui vont essayer d'aller chercher des personnes pour participer, mais bien évidemment, on le sait au niveau historique, il y a des actions de participation citoyenne qui vont essayer d'aller conquérir le pouvoir et transformer aussi ce qui se joue finalement au niveau de ces lieux de décision. Donc, selon elle, ce dernier niveau, c'est le niveau où il y a une autonomie citoyenne dans une tentative d'aller transformer les rapports de pouvoir. Voilà. Donc si maintenant peut-être on utilise nos 3 projets pour illustrer un peu cette échelle, donc la question ici c'est où c'est qu'on place nos 3 projets dans cette échelle. Au fait, pour le projet Artias, on peut se dire que c'est une bonne illustration du niveau consultation, puisqu'on a proposé à des personnes concernées par l'aide sociale de donner leur avis sur cette thématique, sur le système. Mais on peut tout de suite dire, par rapport à ce que Caroline disait avant, que c'est une consultation qui a laissé beaucoup de marge de manœuvre aux personnes, notamment sur les thématiques abordées, sur ce qu'elles avaient envie de dire, et même aussi sur comment elles voulaient travailler ensemble pour réfléchir. On peut aussi dire que dans le projet Artias, et ça c'est souvent le cas, des fois les projets se situent entre plusieurs niveaux. Il y a eu des moments où le projet il était plus dans la co-construction, donc le niveau, le 3e niveau, notamment pour ce qui était la communication des résultats, puisque une partie des personnes, des participants et des participantes ont pu préparer avec le comité de l'Artias la journée de l'Artias, la journée d'automne. Peut-être certains et certaines d'entre vous ont participé à cette journée d'automne qui a eu lieu à Lausanne en novembre 2019. Et là, il y avait vraiment la co-construction de cette journée avec une partie des participants. Pour le module, on est plutôt dans le 3e niveau, la co-construction. On vous a dit qu'à partir du savoir d'expérience qu'amènent les personnes, nos intervenants, on va vraiment réfléchir avec elles et les étudiants sur comment on peut élaborer ensemble des pistes d'intervention pour la pratique. Alors là, vous dire aussi que, voilà, pour des raisons... avec Caroline, on aurait mis construire le module depuis le début avec des personnes concernées, c'est-à-dire pas les impliquer dans un module où c'est quand même Caroline et moi qui avons la méthodologie en main, mais pour des questions de temps, de ressources, on y reviendra après, c'était juste pas possible. Donc voilà, on est dans de la co-construction, mais ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Et puis, on peut imaginer que le projet ATD soit vraiment un bon exemple de contrôle citoyen, puisqu'il est mené par une association de défense des personnes concernées, une association qui comprend des personnes concernées elles-mêmes. Donc voilà, par rapport à cette illustration. Ça, c'était par rapport à la question du pouvoir. Si on prend maintenant aussi la question... ce qui est aussi intéressant de se demander, c'est qu'est-ce qu'on cherche à faire quand on fait de la participation, quels sont les objectifs qu'on vise, quels sont finalement les effets qu'on veut atteindre. Et dans la littérature, on trouve finalement 4 niveaux ou 4 types d'effets attendus. Donc vous les voyez ici à l'écran. Donc on peut faire de la participation pour augmenter les ressources des personnes concernées, mais on peut aussi chercher à faire évoluer les pratiques, à optimaliser aussi non seulement les pratiques, mais aussi les structures, et finalement améliorer carrément, j'aimerais dire, les politiques publiques. Donc vous voyez vraiment des niveaux différents, du micro-social jusqu'au macro-social. Bien sûr que l'enjeu est de savoir si les effets qui sont attendus se produisent réellement. Et là, ce que la littérature met en évidence, c'est qu'il y a encore un manque d'évaluation scientifique et indépendance par rapport à ces dispositifs participatifs pour vraiment produire des résultats qui soient significatifs. Donc, ils sont encore définis dans la littérature comme peu significatifs et assez contrastés. Et les premières études qui ont été menées l'ont surtout été dans le champ de la santé mentale, où les dispositifs participatifs existent depuis un petit moment. Et ces premières études semblent montrer, par exemple, que les effets qui sont constatés, c'est une diminution de la hiérarchisation dans la relation entre les professionnels et les personnes concernées, des capacités d'innovation plus importantes quand on implique les personnes concernées, des prestations qui correspondent plus aux besoins directement des personnes. Par contre, ce qu'elle montre aussi, c'est la difficulté à aller vers un réel partage du pouvoir, et surtout, ce qu'elle montre, c'est la difficulté à atteindre le cœur même des politiques publiques, donc à atteindre le dernier niveau, qui est là où se prennent des décisions, par exemple en matière de lutte contre la pauvreté. Si on prend l'exemple du projet Artias,
on va le développer un peu dans l'atelier, mais déjà vous dire que l'analyse, l'évaluation qu'on en a faite avec Sophie montre que le niveau d'augmentation des ressources des personnes concernées a été vraiment impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une forte mobilisation des ressources, vraiment très fortement démontrées par le croisement de données qu'on a fait sur ce niveau-là. Il y a aussi quelques données qui montrent les transformations de la relation avec les professionnels, de la représentation, des représentations mutuelles. Par contre, on a fait le constat qu'on n'est pas encore arrivé au moment, en tout cas, où on a terminé notre évaluation, à des transformations de pratiques professionnelles et au fait que ce projet il soit arrivé jusqu'à modifier des pratiques et modifier des structures, des fonctionnements et encore moins les politiques publiques. Mais ce qu'il faut dire, c'est que bien sûr notre évaluation elle s'est arrêtée à un moment donné, puis que probablement que suite à la fin du projet, ralenti par le Covid, il y a encore la possibilité que ces effets sur les pratiques, les fonctionnements des services émergent encore, puisque certains responsables ont par exemple mis en évidence le fait qu'ils allaient vouloir travailler à partir de ces résultats avec leurs professionnels, etc. Mais en tout cas, au stade où nous, on a évalué le projet, on a dû faire le constat que l'effet sur les transformations de structure, sur le cœur des politiques n'était encore pas atteint par rapport à ce projet. Pour le module de formation, les effets qu'on a pu constater, alors là, ce n'était pas une évaluation scientifique, c'était une évaluation qu'on a fait avec tous les acteurs impliqués dans ces formations, donc les étudiants, nous, les intervenants qui ont une expérience d'aide sociale et qui viennent former nos étudiants. Ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est l'effet de diminution de la distance entre les statuts d'intervenants, de profs, d'étudiants, avec le changement de regard mutuel, de représentation, la diminution de stéréotypes, une meilleure compréhension pour les étudiants de la violence institutionnelle, du poids de leurs attitudes sur la diminution de cette violence professionnelle. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que, comme Sophie vous le disait au départ, dans d'autres écoles, les personnes concernées, on arrive à participer aux politiques de formation, quand on dit les programmes d'études cadres, et on est encore loin finalement de donner ce pouvoir aujourd'hui aux personnes concernées. Le dernier programme d'études des hautes écoles en travail social n'a pas donné la parole aux personnes concernées. Donc on voit aussi qu'il y a une limitation par rapport à aller au cœur même des décisions et des politiques. Donc après, ces enjeux liés aux effets, les enjeux liés à la mise en œuvre, vous aurez compris, vous l'avez peut-être déjà constaté sur le terrain, faire de la participation, ce n'est pas évident. Donc la littérature, elle met en évidence un certain nombre de difficultés, d'obstacles, et on va vous en parler, enfin en parler de certains d'entre eux maintenant. Donc un premier obstacle qu'on peut rencontrer, c'est les biais de sélection. Et là, la question qui se pose beaucoup, c'est la représentativité des participants dans ce type de projet, c'est-à-dire parce que la manière avec laquelle on va recruter des participants va faire que ces personnes sont plus ou moins représentatives de la population concernée. Dans le cas de ces trois projets, c'est la question qui se pose, c'est à quel point les personnes concernées sont représentatives, ou les participants, pardon, sont représentatifs des personnes en situation de précarité ou de personnes à l'aide sociale. C'est vrai que si on prend l'exemple de notre module de formation, on a dû mettre des critères de sélection pour assurer le bon déroulement du module, c'est-à-dire notamment que les personnes qui allaient participer soient des personnes qui puissent parler assez facilement le français, ou que ces personnes elles puissent participer aux 8 demi-journées sur tout le semestre qu'on leur proposait. Et ça, bien sûr, que ça amène des biais de sélection. Ça veut dire qu'il y a une partie, notamment des personnes migrantes, qui pourraient être exclues de notre module, ou les personnes qui, pour des raisons, par exemple, professionnelles ou des raisons de garde d'enfants, ne peuvent pas se libérer sur 8 demi-journées. Donc ces biais de sélection, ils existent toujours, même si on essaye de les limiter au maximum. Une autre difficulté, c'est toute la difficulté à rendre ces dispositifs accessibles, parce qu'il y a plein d'obstacles à la participation, et ces obstacles, ils peuvent être par exemple organisationnels. La manière avec laquelle on va organiser un projet en termes de lieux, d'horaires, de méthodes d'animation, etc., ça va poser problème à certaines personnes. Par exemple, pour le projet Artias, certaines personnes n'ont pas pu participer ou à abandonner assez rapidement parce que les horaires ne leur convenaient pas. On peut penser ici notamment aux familles monoparentales.
parentale avec des gardes d'enfants, ou alors parce que le lieu de rencontre leur semblait trop éloigné. On a pu vraiment mettre en évidence dans l'évaluation des difficultés à se déplacer pour certains participants en lien avec pas l'habitude de prendre le train, des problèmes de dos, ou bien la difficulté de se faire rembourser suffisamment rapidement les trajets, etc. C'est aussi intéressant de mentionner dans ces questions d'accessibilité les logiques d'auto-exclusion. Parce que participer exige des compétences, la compétence de pouvoir mettre en mots son vécu, la compétence de pouvoir prendre la parole devant des groupes, par exemple, mais ça nécessite aussi de se sentir compétent. Et c'est vrai qu'avec Caroline, par rapport au module de formation, on se rend bien compte que des fois, on doit vraiment convaincre les personnes qu'elles ont les compétences, que ce qu'elles ont à dire peut être intéressant pour des étudiants, etc. Donc voilà par rapport à l'accessibilité. L'aspect coûteux de la participation en temps et en ressources est bien un des principaux obstacles derrière lequel on se réfugie parfois pour ne pas l'essayer. Et il est vrai que ce qu'on a pu constater avec Sophie, c'est qu'il y a souvent une sous-estimation des responsables vers lesquels on essaye d'aller. Il y a une sous-estimation de ce qu'implique le fait de prendre le temps de co-construire. Co-construire, ça veut dire vraiment prendre le temps de l'échange avec les personnes. Et si on finance ce temps de travail des personnes parce que c'est ça qu'il faudrait faire pour valoriser aussi ce qu'ils amènent, eh ben, c'est un coût assez énorme qui fait que ça limite parfois les possibles. Mais en tout cas, avoir suffisamment de moyens, de ressources, c'est aussi avoir des personnes formées qui accompagnent les personnes concernées. C'est pour préparer, des fois il faut aussi du temps pour préparer les personnes avant que le dispositif participatif commande. Et par rapport à ça, même si le projet Artias, par exemple, il en reste à un niveau consultation qu'on pourrait trouver peut-être pas très élevé dans cette échelle au niveau de la participation, c'est vrai que c'est une consultation qui a au moins mis les moyens. On va dire, on a essayé de toucher un grand nombre de personnes, 60 personnes qui viennent exprimer leur avis ou sur leurs prestations, leurs besoins. On a engagé 4 équipes d'animation spécialisées dans les méthodes d'animation pour les accompagner. On leur a laissé une totale liberté, on va dire, sur les sujets. Il aurait pu y avoir un cadrage des sujets, c'est-à-dire vous allez parler uniquement de ce qui touche à l'accompagnement, par exemple, ou de ce qui touche aux mesures d'insertion. Non, il y avait une liberté de parole sur ce que les personnes pouvaient amener. Un cadre assez souple qui a été proposé justement pour assurer une certaine liberté. Donc, ce qu'on voit finalement, c'est que ces moyens et ces ressources sont vraiment nécessaires pour ne pas tomber très vite dans une participation alibi et favoriser vraiment des moments de co-construction, des logiques de partenariat au niveau de la participation. Autre enjeu lié à la mise en œuvre, c'est le fait que la participation peut avoir des effets négatifs sur les personnes qui participent. Typiquement, dans le projet Artias, certaines personnes nous ont dit qu'elles avaient abandonné le projet parce que elles se sentaient trop alourdies, c'était trop dur au niveau psychique d'entendre les difficultés des autres pendant une demi-journée. On peut même avoir des effets qui sont contraires à ceux qu'on recherche, c'est ce qu'on entend par effet pervers potentiel, c'est-à-dire la participation peut au fait augmenter le sentiment d'incompétence des personnes alors qu'on vise justement à les valoriser, ou elle peut renforcer les rapports de pouvoir qui existent dans la société entre les différents statuts, professionnels, personnels, aide sociale par exemple, ou entre les différents types de savoirs. Et là, il faut vraiment, ce qui montre bien ces effets-là, c'est tout le soin que prend ATD par les méthodologies mises en place pour justement essayer d'éviter ce renforcement des inégalités et des rapports de pouvoir entre les savoirs et entre les statuts. On part aussi, c'est ce que montre la littérature peut-être trop souvent, du principe que les personnes souhaitent participer ou que si on leur demande de le faire, elles vont vouloir le faire. Et ce que montre la littérature, c'est qu'il y a plein de raisons qui existent aussi pour refuser de participer parce qu'on ne voit pas l'intérêt de ce qu'on pourrait amener avec les logiques d'auto-exclusion, on n'est pas sûr de ce qu'on pourrait amener, parce qu'aussi on pense que de toute manière le fait de participer ça ne va rien changer dans sa propre situation ou même dans le système, la structure. Donc il y a vraiment beaucoup de raisons. Dans le projet Artias, quand on a fait des entretiens avec les AS qui ont été amenés à
cherché des personnes qui voulaient bien participer à ce projet, les AS nous ont fait part de refus, parce que justement les personnes leur expliquaient, mais moi je ne pense pas que de toute façon si je participe ça va amener quelque chose, ça ne va rien changer à ma situation, et moi maintenant je suis dans cette situation et j'ai besoin de solutions par rapport à cette situation. Donc on a vraiment des exemples forts dans les différents projets de raisons qui expliquent pourquoi certaines personnes ne souhaitent pas participer. Et puis, on avait envie on arrive gentiment, non ? Au bout, ouais, on terminera sur ce point pour vous laisser ensuite le temps de nous poser des questions. Donc, juste insister encore sur le changement de culture que la participation, elle exige, parce que la participation, ce n'est pas inné, elle demande des compétences qu'il faut développer chez les différents acteurs et actrices. Alors du côté des personnes concernées, il y a la littérature montre clairement l'importance, pour certaines d'entre elles en tout cas, de bien les préparer à participer, de les aider à développer des compétences pour pouvoir vraiment participer sans du coup se mettre dans une situation où elles auront l'impression de ne pas être compétentes, de ne pas avoir les moyens de le faire. Pour les professionnels ou les chercheurs-chercheuses, là, l'enjeu, il est vraiment de pouvoir sortir d'une identité d'expert et experte, de pouvoir apprendre à valoriser les compétences, les savoirs en tout cas des personnes concernées, même quand ces savoirs viennent remettre en question nos pratiques ou nos savoirs théoriques. Et puis, ce qui est important de dire ici, c'est que ce changement de culture, il doit aussi avoir lieu à un niveau institutionnel. Et du coup, évidemment, qu'on était très contente d'entendre Caroline parler de changement de culture au CSP, ou en tout cas la volonté de créer une culture participative aussi avec les personnes concernées, parce que la littérature, elle montre bien que faire de la participation, ça va bousculer les cadres administratifs, structurels, etc. Parce que souvent, ce qu'on veut faire, ça ne rentre pas dans les cadres. Donc c'est vraiment essentiel qu'il y ait l'ouverture de la structure et l'évolution de la structure à tous les niveaux pour que la participation soit possible, en tout cas une participation non alibi, réelle et favorable à toutes les parties. On a quand même une conclusion. Mais je ne sais pas si on va peut-être la passer pour les questions. C'est ça que tu disais, Caroline. Au niveau du temps ou... on peut, je crois qu'on peut. On a encore du temps, Caroline ? Non, justement, on disait non. Oui, ça va aller. Donc on avait envie de terminer sur cette question. Vous l'aurez compris qu'on a essayé de vous transmettre finalement les enjeux qu'on ressent, soit dans nos projets, soit dans la littérature autour de ce concept de participation. Puis on avait envie de finir par cette question qui nous semblait au cœur finalement du sujet, jusqu'où et à quelles conditions les dispositifs qu'on met en place en travail social permettent une réelle conquête du pouvoir par les personnes concernées. Je crois que je m'arrête là. On avait quelques commentaires, mais je pense que c'est bien de terminer sur cette question. Merci beaucoup pour cette conférence. Ça nous donne beaucoup de grains à moudre, je crois. Nous avons un quart d'heure environ pour des questions de votre part. Alors, faites-vous voir. Et c'est Isabelle qui va tenir le micro. Où que t'es ? Là. Anne-Lise Tombé, je suis une ancienne du CSP. Et puis après, j'ai travaillé dans d'autres institutions, dans une qui est passée au New Management. Puis on se disait justement qu'il y a beaucoup de gens qui doivent connaître cette histoire-là. Et que le CSP était une rare institution bien connue et ancienne qui n'a pas fait sa crise de New Management imposant d'en haut tout, quoi. Toute la manière de travailler, etc. Et c'est très dommageable et c'est justement, il me semble, la contrepartie de ce que vous avez expliqué au début. Mm-hmm. Alors, vous n'en avez pas parlé, mais c'était quand même très à la mode il n'y a pas si longtemps. D'autres questions ? Merci beaucoup. Juste pour prolonger la question d'Anne-Lise, justement, on voit que dans les indicateurs, actuellement, notamment dans les indicateurs de formation, mais dans tous les indicateurs qui font qu'on juge d'une prestation, on met désormais des indicateurs de participation. Donc la question est comment on met ça dans le cadre théorique que vous avez posé.
C'est-à-dire tout d'un coup, il y a une participation imposée par le haut dans une logique managériale, dans certains cas, hein, pas toujours. Vous avez proposé 2 logiques différentes au début, peut-être plus la logique que vous appelez libérale, mais il y a bien une question qui se pose là autour et qui, je pense, qui va plus loin que de dire que c'est un alibi, mais qui amène à réfléchir à ce que c'est qu'une participation. Peut-être en prolongement de ça, il y a quand même toute une série de prestations sociales dont sont exclues des personnes, notamment parce qu'elles sont sans papier ou parce qu'elles sont avec un droit de séjour en Suisse qui peut être remise en question si elles demandent l'aide sociale, par rapport auxquelles leur participation à l'amélioration de la prestation amènerait qu'il faudrait changer la loi, ce qui pose encore un autre type de problème puisqu'ils sont exclus de la participation démocratique. Peut-être qu'on peut donner l'exemple de la France où la loi de 2002 a obligé, à un moment donné, au niveau politique, on a obligé en France toutes les structures du médico-social à faire de la participation, par exemple, à mettre en place des conseils de vie sociale, des CVS. Et là, il y a toute une littérature qui existe et qui montre les limites, parfois les coquilles vides, finalement, de ces conseils de vie sociale, parce qu'il y a beaucoup de difficultés sur les terrains à donner du sens à ces conseils de vie sociale qui sont censés, finalement, venir questionner la structure sur son fonctionnement. Donc, par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions sur les logiques où on impose la participation et on voit que si on l'impose aux professionnels, en tout cas, ça ne va pas forcément fonctionner dans le sens qu'on le souhaite, c'est-à-dire avec une volonté, vraiment, le changement de culture. Je pense qu'on ne peut pas l'imposer, en fait. C'est ça. Et il faut du temps, et là, du coup, la loi, un peu du jour au lendemain, tout d'un coup, ils ont dû mettre en place la participation dans les structures, et ça a posé beaucoup de problèmes à toutes les parties, au fait. Il n'y avait pas le temps de les préparer. Je ne sais pas si on a répondu totalement à la question. Je ne suis pas tout à fait sûre, mais... Ouais. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ce que tu disais par rapport aux personnes sans papier, pourquoi elles seraient exclues absolument de la participation. Je vois bien les enjeux que ça peut poser de proposer des dispositifs participatifs en invitant des personnes sans papier à y participer, d'accès ou de confidentialité ou de conséquences que ça pourrait avoir sur leur situation, mais je ne vois pas bien pourquoi elles sont exclues d'office. Ou tu disais d'une participation démocratique, citoyenne, politique, c'est ça que tu veux dire? Ça veut dire que dans votre niveau de participation, vos hiérarchies, les 5 niveaux que vous avez présentés, il y en a dont elles sont exclues de fait. Oui, ça c'est juste. Quoi qu'il se passe. Oui. Et je pense que là, elles seront plus soutenues, comme c'est le cas, par des logiques de mouvements citoyens qui tentent de défendre les droits de ces personnes et de modifier finalement les législations qui les touchent. Moi, je pense par exemple à un projet qui s'appelle Haut-Parleur, qui a lieu, si je ne me trompe pas, à Lausanne et puis à Bâle, où au fait, on travaille avec des jeunes sans papier, justement, ou des mineurs non accompagnés, pour les former au plaidoyer, pour défendre leur voix, défendre leur situation et faire valoir justement une amélioration des politiques, in fine. Donc, il me semble que ça peut être possible dans certaines conditions. Jean-Pierre Thabin. Voilà, merci. Notre collègue. Ici. Juste. Bonjour, Pauline Grosset, travailleuse sociale à la Fondation Le Relais. Je me demandais si dans vos recherches par rapport à ces 2 catégories de départ aussi d'idéologie que vous mettiez, vous vous êtes questionné sur la participation à l'insu du plein gré des personnes concernées. Je trouve qu'on observe beaucoup, non pas dans le travail social, mais dans tout ce qui est récolte de données, de satisfaction dans l'économie de marché, de tout ce que les gens sont prêts à donner sur eux-mêmes, sur avis, enfin, qui permet de faire une série d'économies aux institutions. Et comment est-ce qu'on pourrait réfléchir ça par rapport que ce soit au sentiment d'incompétence des gens, mais aussi à ne pas utiliser une participation sans que les gens se rendent compte qu'ils façonnent eux-mêmes les politiques qui les entourent. Je
crois qu'on ne s'est pas interrogé, on n'a pas, il faut être honnête, on ne s'est pas interrogé sur cette question. On parlait en introduction de ce mouvement vraiment tendance aussi dans la consommation, justement, hein, aussi où on fait participer les clients, etc., pour avoir leurs données. Donc on voit bien tous les enjeux, puis toute la difficulté, puis dans quelle position d'inégalité, de nouveau, finalement, c'est logique, place les personnes, hein, parce que ça va convenir à certaines, ça va empêcher la participation citoyenne, le simple fait d'aller faire ses courses pour d'autres. Donc je partage tout à fait votre apport qui vient compléter nos propos, je crois. Puis je crois que ça rejoint aussi une recommandation essentielle qu'on trouve dans la littérature et qui nous semble aussi importante, c'est peu importe si on fait juste de la consultation, mais informer clairement les personnes qui participent de à quoi elles participent et qu'est-ce qui sera fait de leur voix et de leur avis. Et ça, c'est absolument essentiel. Et là, ce que vous dites, de ne pas savoir qu'on nous prend des données ou qu'on prend notre avis, de ne pas savoir qu'est-ce qu'il en sera fait, c'est vraiment quelque chose de très problématique. Au niveau de l'instrumentalisation, de la manipulation, ça semble clair. Chloé Maire, travailleuse sociale à la Fraternité. Je me demandais, quand vous parliez des constats, si ça comprenait les constats dans des pays qui ont plus de recul sur ces pratiques d'inclusion. Vous dites la littérature qu'on a Ouais, le fait que ce soit difficile d'arriver au stade plus politique ou enfin de changement, est-ce que c'est aussi, par exemple, le cas au Canada qui a plus d'expérience depuis bien longtemps dans l'inclusion des personnes et des personnes concernées? On a surtout utilisé le champ de la santé mentale là. C'était Gaudry, qui est un Québécois, justement. Hein, la référence, c'est Baptiste Gaudry qui met bien en évidence dans ses études qu'il a mis en évidence. Donc là, c'est au Canada, justement. Et c'est lui qui assez fortement met en évidence la difficulté de ce type de dispositif à atteindre le cœur des politiques publiques. Donc oui. On espère que ça vous a fait réfléchir, en tous les cas, que notre discours a été entendu. Merci beaucoup pour ces questions. Si vous en avez d'autres, vous pourrez tenter votre chance peut-être au cours de la pause. Sophie Caroline, si vous aviez encore un mot à ajouter ou quelque chose qui vous serait venu, que vous n'aviez pas réussi à placer, ce serait juste le moment. D'accord, peut-être juste... vous inviter à consulter ces ressources si ça vous intéresse par rapport à la mise en œuvre. Donc, c'est des ressources qui sont vraiment très pratiques. Donc, la troisième ressource, la troisième référence, c'est justement ce guide élaboré par l'OFAS en collaboration avec des personnes concernées qui doit être à disposition quelque part dans la salle. Super, là-bas en haut, on m'indique. Et puis, les deux premiers, c'est d'autres ressources qui nous semblent, en tout cas à Caroline et à moi, intéressantes, pour aller plus loin et continuer à réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire concrètement proposer de la participation et développer ça dans une structure. Merci. Alors petite Thalissa, hein. Bonjour, je m'appelle Thalissa Rodriguez, je suis travailleuse sociale au CSP à Jet Service, le service jeune. Et puis j'avais une question, je réfléchissais un petit peu à ce qu'on appelle ce que vous avez nommé la participation à Libye. Et puis je me questionnais par rapport à ça s'il y avait une réflexion sur sur les personnes qui mettent en œuvre la participation, quelle formation elles ont eux-mêmes et dans quelle mesure elles ont pu participer à la décision de mettre ce processus en marche. Je ne sais pas, par exemple, à l'Artias, qui c'est qui a pris la décision. Dans quelle mesure est-ce que l'équipe a aussi pu participer à prendre cette décision? Et dans quelle mesure les travailleurs qui vont eux-mêmes mettre en œuvre la participation sont formés en fait à la démocratie interne de l'entreprise qui passe par, je ne sais pas moi, l'action dans des commissions du personnel ou des choses comme ça, parce que finalement, comme vous l'avez dit, la participation, ça prend du temps, c'est pas du jour au lendemain qu'on décide, on apprend dans des assemblées, dans plein de lieux,
Et voilà, il me semblait qu'une des manières d'éviter la participation à l'IBI, c'est que déjà les équipes décident elles-mêmes, voilà, depuis le début, soient consultées. Voilà. Et qu'il y a une formation, comme vous le soulignez bien, hein, une formation qui implique que des équipes puissent travailler, une formation de base, c'est ce qu'on essaye de faire dans nos écoles, une formation continue. Peut-être c'est intéressant de prendre le projet Artias aussi là, parce que c'est vrai qu'il y a un comité de pilotage qui a finalement été mis en place pour... qui a décidé de mettre en place ce projet avec l'aval de l'association. Et c'est vrai qu'une des questions qui a émergé assez vite, c'est qui va faire partie de ce comité de pilotage. Et dans l'évaluation qu'on a fait, on a regretté que les personnes concernées ne fassent pas partie du comité de pilotage au départ, parce que ça aurait pu amener justement d'autres approches par rapport au biais de sélection, par rapport à que faire des résultats, etc. Mais ça a été... on voit que l'évolution, elle est encore... L'évolution de culture se fait, mais qu'il y a encore des limites, il y a encore des résistances parfois au fait de se retrouver dans des séances à devoir décider entre responsables de service avec des personnes concernées. Il y a quand même encore des choses qui ne sont pas simples et que ça nécessite, comme vous le dites, une formation mutuelle, d'essayer aussi, de se tromper, de voir les effets que ça a quand on se trompe et puis d'évoluer vers plus. Mais c'est vrai que une des recommandations qui est aussi faite dans beaucoup d'ouvrages qui traitent de la participation, c'est d'impliquer le plus rapidement possible au démarrage d'une idée ou d'un projet les personnes concernées. Et tous les acteurs et actrices, comme vous dites bien, donc aussi les professionnels qui vont ensuite devoir mettre en œuvre cette participation. Et le changement de culture passe justement par de l'intervision, de la formation, des échanges mutuels de tous finalement, de toutes et tous. Merci beaucoup. On va clore à ce moment, même dans les temps, cette partie.